Patrick Chastel, professeur lettres-histoire à la retraite, moi aussi, et auteur d'une vingtaine de livres pour la jeunesse. Voilà. Donc c'est moi qui vais démarrer un peu cette soirée en présentant un peu un historique de la littérature jeunesse. Ça me semblait intéressant. Un historique un peu rapide de la littérature jeunesse en métropole, parce que c'est elle qui a commencé à venir ici. Et après, on parlera un peu de la littérature jeunesse également en Polynésie. Donc je vais être obligé... Ah non, il faut que je garde ça aussi. Bon. Alors, j'ai du mal à tout jongler, là. On considère que le premier livre pour enfants a été écrit par Fénelon en 1699. Ça s'appelait « Les aventures de Télémaque ». Et c'était destiné au fils du dauphin de France, le petit-fils de Louis XIV. Et en fait, ce livre a été assez peu connu parce qu'il a circulé plutôt sous le manteau, parce qu'il était considéré comme une satire un peu du règne de Louis XIV. Par contre, toujours à la fin du XVIIe siècle, on va avoir la publication des contes de Charles Perron. Et là, tout de suite, l'impact va être complètement différent. Et c'est ce qui va créer un peu cet engouement pour les contes qui perdure toujours aujourd'hui. Et je pense que Sarah nous en parlera. Avec Charles Perrault, mais tout de suite après, on a les frères Grimm en 1812 et on a Andersen, 1835. Toujours à peu près à la même époque, 1719, j'ai moi-même été surpris de cette date, on a un roman d'aventure qui est publié et qui est toujours un énorme succès. C'est évidemment Robinson Crusoe, Robinson Crusoe, qui sort donc en 1719 et qui reste aujourd'hui encore, Daniel Defoe, j'ai oublié l'auteur, qui reste un incontournable de la littérature jeunesse. Alors, le développement réel de la littérature jeunesse va ne se faire réellement qu'au XIXe siècle grâce à deux éditeurs, Louis Hachette et Jules Hetzel. Alors, Louis Hachette va profiter en 1833 de la loi Guizot. La loi Guizot sur l'éducation, bien avant les lois de Jules Ferry de 1881-1882, obligeait les communes à avoir une école à l'intérieur de la commune. Et Louis Hachette va développer des manuels scolaires et des ouvrages pédagogiques. Devant ce succès, il va vouloir continuer un peu dans le monde de l'édition et il va rencontrer le comte de Ségur dans un train avec Napoléon III. L'histoire est assez amusante. Et le comte de Ségur va lui parler des écrits de sa femme, la comtesse, et il va lancer une collection que l'on connaît toujours, qui s'appelle la Bibliothèque Rose, qui démarre en 1853, où on va retrouver des romans pour filles, avec la comtesse de Ségur et ses petites filles modèles, et puis des romans pour garçons, avec Charles Dickens, Oliver Twist, David Copperfield, et puis derrière, on aura Mark Twain, qui arrivera aussi, avec les aventures de Tom Sawyer ou de Huckleberry Finn. Alors, c'est vraiment le début, je pense, de la littérature jeunesse avec cette fameuse bibliothèque rose. D'un autre côté, Jules Hetzel, lui, va faire connaître Jules Verne avec ses ouvrages magnifiquement illustrés, et ça va être comme ça que Jules Verne va devenir un écrivain de renommée internationale. On arrive à la fin du XIXe siècle avec le succès de romans comme Sans famille, Hector Malot, qui est toujours très connu, ou L'ami Fritz d'Erckmann Chatrian. Plus près. D'accord. Pardon. Mais ce qui est intéressant à cette fin du XIXe siècle, c'est un succès phénoménal d'un ouvrage pédagogique qui s'appelle « Le Tour de la France par deux enfants », publié en 1877 par J. Bruno, qui est en fait le pseudonyme de Augustine Fouillé. Et ce livre va devenir le premier best-seller de la littérature jeunesse, puisqu'il va être publié à 7 400 000 exemplaires. C'est incroyable, hein. En 1914, on arrive à la 400e édition de cet ouvrage, qui sera utilisé encore jusque dans les années 50. Donc c'est vraiment assez incroyable, ce premier succès. C'est le Harry Potter de l'époque, hein. En 1923, Hachette a racheté en 1914 les éditions Hetzel et va créer une nouvelle collection que nous connaissons tous. C'est la Bibliothèque verte, cette fois-ci, qui était destinée à des enfants un peu plus âgés, des adolescents un peu plus âgés. Après la Deuxième Guerre mondiale, à partir de 1953, ça va s'accélérer, parce qu'en 1953, c'est la création du livre de poche, l'apparition du livre de poche. Et là, de nombreux éditeurs vont se consacrer à la littérature jeunesse. On a l'École des loisirs,
qui se lance dans l'aventure en 65, on a Gallimard Jeunesse qui arrive en 72, Folio Poche en 75, tout ça s'enchaîne. Et puis pour finir, on a le livre de poche jeunesse lancé par Hachette en 79. Et on peut dire qu'à partir des années 80, tous les grands éditeurs parisiens, essentiellement, ont une collection jeunesse à leur catalogue. Alors, si on s'intéresse plus récemment au début du XXIe siècle, c'est vrai que la littérature jeunesse a été relancée par la série des Harry Potter que tout le monde connaît et qui a créé un petit peu ce qu'on appelle maintenant la littérature young adult, hein, pour un public un peu plus large, on va dire, et qui a été suivi par des séries comme il s'appelle, Twilight, hein, ou Hunger Games et d'autres maintenant, et qui a un peu relancé aussi le livre jeunesse de 300 pages, hein, le pavé, que tous les éditeurs estimaient invendable à la jeunesse. Et Madame J.K. Rowling a prouvé le contraire. Alors, voilà un peu, c'est un peu rapide, mais c'est l'historique de la littérature jeunesse en métropole. Passons un petit peu à ce qui s'est passé en Polynésie, et où pendant très longtemps, la littérature jeunesse n'est venue justement que de métropole. Puis ensuite, on a l'arrivée des premiers éditeurs locaux. Donc il y a une quarantaine d'années, on va voir le détail. Et puis, surtout, depuis quelques années, on a l'émergence de plus en plus importante d'auteurs et d'illustrateurs autochtones, pour employer ce mot très à la mode. Non ? Et donc, c'est une véritable évolution qui est très, très intéressante. Alors, l'évolution de la littérature jeunesse en Polynésie, elle est marquée au début par différentes sources. On va reprendre des récits de voyage, on va reprendre ce qu'on peut appeler des Robinsonades, hein, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. On va s'inspirer de Jules Verne, on va s'inspirer de Stevenson, L'île au trésor, de Jack London et ses Contes des mers du Sud, et on va surtout emprunter, et on pourrait dire piller, mais c'est peut-être un autre sujet, au Tahiti, aux temps anciens, de Te Huira Henry, qui reste une source inépuisable, hein, de récits traditionnels et mythologiques. Alors, parmi les tout premiers récits pour la jeunesse, et là j'ai emprunté à la somme de M. Daniel Margueron qui s'appelle Tahiti. Voilà. Voilà, exactement. Et pour découvrir que l'un des premiers ouvrages sur la Polynésie s'appelle Le voyage du petit André en Océanie de A.E. de Saintes, publié en 1852. Où nous avons aussi les neveux du capitaine Franqueur. Voilà. Ah, tu l'as ? Ah, tu l'as amené, super. Publié en France sur la Polynésie, le voyage du petit André. Alors, c'est très catholique. Alors, oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Il y a l'imprimature de tous les évêques possibles, imaginables. Voilà. 1852, hein. Voilà, donc ça s'appelle donc exactement Le voyage du petit André en Océanie. Voilà, 1852. 1852, voilà. Alors, je pense que ce genre d'ouvrage transpirait énormément d'un certain sentiment colonialiste très, très marqué. Dans les années 60, on va avoir une collection, enfin plusieurs collections chez des éditeurs français consacrés aux enfants du monde. Et on va avoir plusieurs livres consacrés à la Polynésie, des enfants de Polynésie, écrits le plus souvent par ce qu'on appelait à l'époque des explorateurs conférenciers, hein, les connaissances du monde qui tournaient. On a ainsi eu Francis Mazière, hein, qui est connu sur le territoire, et qui avait écrit Teiva, l'enfant des îles, ou Hina, la petite tahitienne. On a Marcel Izzy Schwartz, connu aussi sur le territoire, qui avait écrit Haro, le petit tahitien, Maurice Bitter, Maeva, la petite tahitienne, ou Nick à Tahiti. Alors c'est vrai que ces ouvrages étaient destinés à un public métropolitain, agrémentés de très belles photos, qui montraient un enfant baignant dans le bonheur au bord de la plage et vivant sans aucun souci dans ce paradis enchanteur dans lequel nous vivons nous aussi. Ah non, c'est joli, ça rime. Non. Bien. Alors, on va passer un peu côté scolaire, parce que moi j'ai été marqué dans les années 60. Dans les écoles, on voit apparaître deux petits personnages, Tico et Maretta, que certains ont peut-être connus, et qui apparaissent dans les années 60 pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture dans les classes de CP. Et on va beaucoup travailler. Moi-même, j'ai été instituteur il y a très longtemps, en 76-77, j'étais instituteur au Tuamotu, en classe de CP, et je travaillais avec Tico et Maretta. Hein. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs cela a été abandonné, parce que je trouve que c'était des beaux livres.
Comme le suivant que je vous montre ici, Les Contes de Dauphin Blanc, qui a été publié en 1975 chez Nathan et qui est un livre de lecture à l'usage des cours élémentaires en Polynésie et qui, je trouve, moi, il s'agit d'un ouvrage très complet, très intéressant, avec des légendes, des récits d'aventure, des voyages dans les archipels, des découvertes d'activités traditionnelles. Et c'est peut-être un petit peu regrettable que nous n'ayons plus dans les écoles ce genre d'ouvrage que moi je trouvais personnellement très intéressant. Et dans le même état d'esprit, les éditions Magnard et le CRDP de Polynésie ont publié en 1979 ce livre-là qui a à peu près les mêmes caractéristiques que le précédent, qui s'appelle donc Lire en CM. Alors on avance tout doucement et on s'aperçoit que la Terre des Hommes, hein, les marquises, commence un peu à fasciner les auteurs, et on a ce petit livre, Ina aux îles Marquises, qui est publié en 1970, hein, écrit par Rosie Chabert, hein, chez Magnard, et on enchaîne pratiquement en 1974 avec Tonnerre sur les Marquises, de Bernard Villaret, hein, qui a effectué lui aussi pas mal de séjours en Polynésie, bien sûr. Hein, Bernard Villaret, il a beaucoup écrit. Oui, il habitait à Mouret, c'est ça. Il a beaucoup écrit sur... Ah bon, d'accord. Beaucoup écrit sur les Marquises et qui publie ça... Ah, d'accord, aux éditions du Pacifique. Alors on arrive à l'année 81 et la première maison d'édition du territoire en 81, c'est la naissance des éditions Haripo, qui vont publier dès la première année, en 81, ce petit livret, L'origine du Huru, écrit par Francine Margueron avec des illustrations de Guy Vallard. Hein. Et l'intéressant, c'est une édition trilingue, hein, français, anglais et tahitien. C'est probablement le premier ouvrage, Daniel nous le confirmera peut-être, écrit en trilingue, hein, et en particulier en Reo Tahiti. Hein. Ensuite, nous passons... Ah oui, non, je n'ai pas fini avec Haripo. Je disais que les maisons d'édition Haripo allaient peu publier pour la jeunesse, mais en 1990 sort cet excellent livre sur la légende de Hakamanu, la danse de l'oiseau, avec une version marquisienne, hein, dans ce texte. Donc là, on est en Eo Enahata, réalisé par le regretté Lucien Kimitete, évidemment, qui avait assuré la version marquisienne. En 86, 5 ans plus tard, je suis peut-être un peu rapide, mais on est mesuré dans le temps, naissent les éditions des Mers Australes dirigées par Guy et Vatiti Vallard, qui vont progressivement étoffer leur catalogue et qui vont surtout, je pense, se faire connaître au début par une revue que vous connaissez probablement, la revue Paikoko, hein, qui a eu un succès important et mérité, avec une trentaine de livrets de cette revue Paikoko. Aujourd'hui, la maison d'édition des Mers Australes est vraiment la seule maison d'édition presque exclusivement consacrée à la littérature jeunesse, et on est à peu près à plus d'une cinquantaine de titres jeunesse à leur catalogue. On arrive en 1990, et là, c'est la naissance des éditions Au Vent des Îles, qui va publier une vingtaine, aujourd'hui, hein, il y a une vingtaine de titres au catalogue jeunesse de la maison Au Vent des Îles. L'un des tout premiers sera celui-là, Tamariata, l'enfant nuage, de Sidélia Guirao. Il sera suivi d'un livre qui a eu un franc succès, Mon ami l'arrêt, voilà, qu'on doit retrouver dans toutes les écoles, je suppose, voilà, ouais, d'Isabelle Waro, hein, qui s'apparaît en 2001, et un excellent livre, Teike Moetai, d'un très très bon auteur, voilà, qui continue à avoir beaucoup de succès. Un peu de publicité, ça fait pas de mal au passage. Bien, on va parler maintenant de la bande dessinée, qui fait son apparition à Tahiti dans les années 80, avec en particulier Sergio Macedo, qui avait publié 2 volumes de Pacifique Sud, ça s'appelait. Et puis à partir de 2003, on a la série des Pitoma, hein, de Gotts, que tout le monde connaît. Hein, il y a une dizaine de volumes de publiés aujourd'hui, satire de la vie, de tous les jours, du Fénois, destiné à faire rire. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Gotts lui-même, et c'est vrai que ça fonctionne assez bien. En 2003, et là je suis un peu furieux de ne pas avoir retrouvé ces ouvrages-là, le CTRDP de l'époque publie 13 ouvrages qui sont illustrés par des peintres vivant à Tahiti, et pour certains en Reo Tahiti et d'autres en Eo Enahata.
J'étais à l'inauguration de ces ouvrages à la mairie de Papeete. Il y avait encore Monseigneur Lecléache qui était là. Et c'était très intéressant, ces livres, pour une fois, aussi bien en français qu'en Reo Tahiti, qu'en Eo Enahata. Et je ne sais pas trop ce qu'ils sont devenus. J'ai l'impression qu'ils ne sont plus trop utilisés dans les écoles. Et moi-même, je n'en avais pas. Épuisés, tout simplement. Oui, probablement. Et pas réédité avec les problèmes qu'il y a eu ensuite au CRDP. Ouais, au CRDP. Alors, si on s'occupe maintenant un petit peu des auteurs, on va s'apercevoir que les premiers auteurs littérature jeunesse vont être ce qu'on va appeler des résidents de longue date. On va retrouver Michel de Chazeau, hein, évidemment, incontournable, Martine Dora, Simone Sanchez, Virginie Montbrison, les contineurs de Tahiti, hein, qui font pas mal de choses en ce moment, Jean-Louis Sacquet, ou éventuellement moi-même. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous trouvons de plus en plus d'auteurs et d'illustrateurs polynésiens qui sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à la littérature jeunesse. Alors le tout premier est probablement monsieur Émy Vial Dufour, qui en 1966 publie ce Contes et légendes de Tahiti et des mers du Sud chez Nathan, et qui a été réédité il n'y a pas très longtemps, en 2012, chez Au Vent des Îles, sous ce format-là. C'est le premier auteur du territoire, je pense, à publier des livres pour la jeunesse. Alors suivront d'autres auteurs polynésiens, comme Rosalie Cruchet à côté de moi, qui publie La légende des trois cascades, qu'elle vous montrera, mais qui se trouve ici, publiée en 1993, hein, donc la légende des trois cascades. On aura ensuite Les jumeaux du Téméani de Odette Frogier en 2001, et également Les légendes de Rapaïti d'Alfred Maquet et de Rosine Tematahotoa en 2008. Ah bon ? D'accord, ok. Je vais te répondre en marquisien. Ok. Ça veut dire que je te crois que c'est vrai ce que tu dis. Raïchaz, qu'on ne peut pas oublier, qui va publier des contes tahitiens, publiés au Canada, d'ailleurs c'est assez exceptionnel, en 2009, et qui va continuer d'écrire différents contes, dont l'un des plus connus s'appelle Il a neigé au Tuamotu. La plupart de ces contes, la plupart de ces histoires sont illustrées par Vachi, ici présent. On pourrait rajouter dernièrement La légende de Marukoa et La marque rouge, que voilà, écrits tous les deux par Tumata Robinson, hein, et illustrés par un jeune illustrateur local qui s'appelle Anthony Sierfock. Et pour conclure, on peut penser que la littérature jeunesse en Polynésie française a un bel avenir devant elle, et j'en suis absolument persuadé, avec d'une part des auteurs confirmés ou expérimentés. On a parlé de Rai, de Rosalie, on a Sarah qui est là, on a Tumata également, mais d'autre part avec une relève de jeunes auteurs bien présente, comme Maruata Neri qui a écrit Hani et les légendes oubliées, qui a reçu le premier prix Natireva, hein, publié chez Mers Australes, ou Leia, ici présente, qui a écrit son premier petit livre, écrit et illustré, hein, Hinevai, hein, qui est donc les deux chapeaux d'auteur et d'illustratrice. Et puis en dehors de ces auteurs, eh bien, on a aussi donc de talentueux illustrateurs maintenant sur le territoire. Nous avons la chance d'en avoir deux ici ce soir, Leia, Vachi, j'ai parlé d'Anthony Sierfock, et il y en a d'autres. Et je m'excuse d'ailleurs de peut-être pas avoir nommé tout le monde. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais donc laisser la parole à Rosalie à côté de moi, qui va nous parler de l'utilisation de la littérature jeunesse dans l'éducation et le milieu scolaire. Vous avez vu, elle a mis ses lunettes d'institutrice. Bonsoir. Donc, je suis Rosalie Cruchet, une ancienne enseignante en maternelle et en élémentaire, institutrice spécialisée également, formatrice et directrice d'école. Donc, j'ai publié quelques albums de légendes. Donc, le premier est La légende des trois cascades en 93. Ensuite, un peu plus tard, La légende de Maui, l'attrapeur de soleil. Ruat Ata, La légende de Uru. Et ensuite, un recueil de 11 légendes qui regroupe des légendes de différents archipels de la Polynésie en partenariat avec Michel de Chazeau.
Et voilà, donc mon intervention va surtout porter sur quelle utilisation on peut faire des contes et légendes dans le monde de l'éducation et dans le milieu scolaire. Donc lorsque j'ai commencé ma carrière d'enseignante en 1977 en classe maternelle, j'ai remarqué que les enfants connaissent bien les contes classiques. Le petit chaperon rouge, les trois petits cochons, tout ça, ils connaissent très bien. Par contre, tout ce qui est contes et légendes polynésiens, ils ne connaissaient pratiquement pas ou très très peu. Donc, et je trouvais que c'était donc bien dommage, parce que j'aimais beaucoup leur raconter des histoires, et notamment les contes et légendes. Alors pourquoi? Parce que les séances de contes et légendes sont des séances, des moments magiques avec les enfants. Ce sont des moments où les enfants sont attentifs avec leurs yeux qui brillent et ils écoutent, ils sont captivés par l'histoire, ils se bercent des mots, ils s'enchantent des aventures imaginaires, ils s'identifient aux différents personnages et ils tirent bien entendu satisfaction de tous ces récits héroïques. C'est un moment où on n'a vraiment pas besoin de faire, comme on dit entre guillemets dans notre jargon, la police, parce qu'ils sont sages et ils sont très attentifs. Non, c'est un moment de pur plaisir pour nous et pour les enfants. Alors donc, voilà donc un bon support pédagogique que j'ai aimé utiliser pendant toutes mes années d'enseignement. Parce que peuvent apporter les contes et légendes polynésiennes? Moi, je dirais que l'utilisation des contes et légendes polynésiennes est une porte d'entrée aux connaissances de la culture polynésienne. Les légendes polynésiennes permettent de connaître la mythologie polynésienne. Par exemple, si je prends la légende de la création du monde, il y a Ta'arwa, le dieu de la création qui vivait dans un monde de ténèbres. Il fait appel à Ruatupua pour tuer la pieuvre, Tumura'i Whenua qui enserre le ciel et la terre. Ensuite, Rut et To'ora'i a tiré sur le ciel pour faire pénétrer la lumière. Maui vient l'aider en soutenant le dôme par des piliers. Et enfin, c'est Tané qui va achever le travail en séparant complètement le ciel et la terre et pour faire entrer l'air et la lumière sur les montagnes et dans les vallées. Et Ra'itupua va fixer les étoiles et les planètes dans le ciel de la nuit, comme Tauruanui, qui est Vénus, Taero, Mercure. Et voilà donc comment, en une seule légende, tout un monde de dieux et de demi-dieux se révèle aux enfants. Et à travers d'autres légendes, comment ne pas être fier de la bravoure de Maori, qui régule la course du soleil, la force de Pai, qui brave sorcières et guerriers et qui perce la montagne de Moorea. Comment ne pas admirer l'esprit d'aventure de Ru et de Hina, qui sillonnent les océans et pêchent les îles. Donc voilà, ces quelques exemples nous montrent que par ces légendes, on peut travailler la géographie, on peut situer toutes les différentes îles de Polynésie, pêchées par Ru ou par Tafei. On peut situer les différentes îles des Marquises, édifiées par Oatea, avec l'aide des dieux et pour sa femme Atanua. Et on peut étendre ces connaissances aux autres îles du Pacifique, comme la Nouvelle-Zélande, Aotearoa, pêchée par Maui. Les îles Hawaï, avec la légende de Pélé, la déesse Pélé, la déesse du volcan, etc., etc. Donc, à travers ces légendes, les enfants peuvent découvrir non simplement la géographie physique, mais également la géographie du ciel, l'astronomie. Parce que s'il y a une chose qui distingue vraiment le peuple polynésien des autres peuples, c'est qu'ils sont des grands navigateurs. Ça, tout le monde le sait. Et c'est bien la connaissance des étoiles
qui ont fait d'eux ces très grands navigateurs. Et de ce fait, géographie des îles et géographie du ciel sont intimement liées. Par exemple, la légende de Ru et de Hina nous parle des différentes îles pêchées et repérées par une étoile. Bora Bora par Vénus, Tauranui e Horo i te ahi ahi, Ta'a par Sirius, Tauruanui, Hawaii par Arcturus, Oculea. La légende de Matari, les petits yeux, incite à repérer cet amas de toutes petites étoiles brillantes, mais vraiment toutes petites, qu'on appelle les Pléiades, et qui sont utilisées comme étoiles guides et marqueurs de temps pour annoncer le retour de la saison d'abondance. La légende de Pipirima est aussi une occasion de chercher la constellation du Scorpion dans le ciel et de repérer l'étoile Rehua, Antares. En tahitien, on appellera cette constellation Te Matau o Maui ou Te Matau o Tawhai, parce qu'il a une forme d'hameçon. La légende de Iré, le requin, permet aussi de rêver devant la Voie lactée, qu'on appelle aussi les eaux vivifiantes de Uvitane, etc., etc. Voilà. Donc, à travers tous ces contes et légendes, on peut aussi développer la communication, le langage oral, l'écrit. Chez les petits en maternelle, l'écoute répétée des contes permet un bain de langage qui est une source d'enrichissement du vocabulaire, des structures syntaxiques propres à chaque langue. Car bien entendu, on peut raconter ces contes et légendes aussi bien en tahitien qu'en français. Alors, quel que soit l'âge, les élèves sont toujours fascinés par les contes et légendes. Pourquoi? Parce que les mots sont chargés de puissance émotionnelle. Et même si certains tout petits ne comprennent pas tout, ils aiment ce qu'ils écoutent. D'où la nécessité de raconter, répéter et re-répéter inlassablement un même conte. Et il arrive souvent que les enfants finissent par connaître par cœur toutes les phrases d'un récit. Ils les réclament en plus, même s'ils connaissent par cœur. Chez les plus grands, en élémentaire ou en collège, un conte ou une légende peut être le point de départ pour inventer ou écrire un dialogue entre différents personnages, inventer une suite, un récit inachevé, écrire une adaptation, créer une BD et pourquoi pas publier l'œuvre finale. Et comme toute publication de texte mérite d'être soutenue par des illustrations, des peintures, des dessins, des motifs anciens, alors on peut dire que les légendes et les contes incitent à faire des recherches sur les us et coutumes anciens. Dans les temps anciens, il y avait différents castes. Les Ari d'abord, les rois, les princes, les princesses, les grands prêtres, les serviteurs, le peuple, le Manahune, les Ari qui bénéficient d'un statut spécial. Il y aura des recherches à faire sur l'habillement, les habitations, les divertissements, les rites, les cultes sur les maths, bref, tout ce qui permettra de faire des illustrations sur les temps anciens. Donc on peut dire que les contes et légendes stimulent la création artistique. Illustration, dessin, peinture, comme cité précédemment, et on peut créer des jeux scéniques, des pièces de théâtre, des spectacles de danse, surtout chez les plus grands. On peut mettre en place des ateliers de travaux manuels. Par exemple, la légende de Hina, l'ogresse de Rurutu, initiatrice du tressage, peut inspirer un atelier de cet art. Une légende marquisienne peut inspirer les dessins de tatouage ou de sculpture. La légende de la déesse Hina peut inspirer la fabrication du tapa, car elle était experte en la matière. Bref,
les possibilités d'utilisation des contes et légendes dans l'éducation et le milieu scolaire sont infinies et peuvent être le point de départ de projets interdisciplinaires entre différentes disciplines, différentes matières et différents professeurs. Pour finir, je rappellerai que les contes et légendes sont issus de la tradition orale. Ils sont un héritage du passé qui se transmettent par les aïeux. Et de nos jours, les livres jeunesse de contes et légendes complètent les grands-pères et les grands-mères conteurs. Et ces albums exercent tout autant le pouvoir de fascination. Pour l'adulte comme pour l'enfant, avec les contes et légendes, on entre dans le monde du merveilleux, de la magie, de l'immortalité, la métamorphose des objets et des animaux, là où tout est possible, là où l'imaginaire peut exercer son pouvoir sans contrainte. Je conclurai en disant que pour un enfant polynésien, connaître les contes et légendes polynésiens, n'est-ce pas se rendre riche, riche d'un passé fabuleux, d'un patrimoine fabuleux, et être fier d'une identité polynésienne. Alors, merci Rosalie. Nous allons continuer dans l'éducation et dans cette nouvelle discipline qui s'appelle l'éducation positive, n'est-ce pas, avec Sarah qui va prendre le micro qui est devant elle. Il faut appuyer sur le petit bouton pour le pousser vers le haut. Voilà, et je te laisse la parole, Sarah. Merci. Et ben donc du coup moi je suis Sarah Thiaré, Aline, et donc effectivement j'ai travaillé à l'Éducation nationale et j'en suis plus vite partie que Rosalie. J'ai été après éducatrice Montessori, je suis allée très vite dans l'alternatif en fait, ce qui m'a amenée vers l'éducation bienveillante, et donc aujourd'hui je suis formatrice en communication non violente et discipline positive. Et donc dans ma pratique de l'enseignement, que ce soit dans le système classique ou alternatif, les contes, les albums ont une place prépondérante pour tous les intérêts dont Rosalie a parlé, et bien plus. Donc, moi, je n'ai pas mes petites feuilles, mais j'ai mon téléphone où j'ai écrit mes trucs. Alors, du coup, ce que j'avais envie de partager avec vous, donc, c'est la place, effectivement, du conte dans la parentalité positive, que l'on va définir un peu plus tard. Donc en fait, effectivement, le rôle d'un conte, ça va être vraiment finalement de mettre en scène une explication du monde et des comportements humains. Et finalement, le conte, il a certains codes, certains schémas qui sont très codés et donc on reconnaît quand même assez facilement. Aujourd'hui, le conte moderne, donc, qui se matérialise par plutôt des albums, il n'a pas toujours eu bonne presse, hein, comme l'a dit tout à l'heure. C'est plutôt parfois, il a été un peu considéré comme un sous-genre, parce que peut-être parfois un manque de... Voilà, parce que les enfants sont peut-être moins intéressants, etc. Mais aujourd'hui, je trouve que l'album reprend vraiment une place importante dans le paysage de la littérature et donc dans la littérature jeunesse. Parce que finalement, on se rend compte à quel point un album peut également expliquer le monde dans lequel on vit, à justement des enfants qui ont besoin d'avoir des outils pour pouvoir avoir des relations humaines, des comportements, comprendre comment ça fonctionne autour d'eux et justement pouvoir avoir des interactions qui vont être imprégnés donc des albums qu'ils vont lire. Donc pour moi, c'est complémentaire. Un conte traditionnel, avec toutes les légendes et les histoires, avec toute la symbolique qu'il y a derrière, est vraiment complémentaire à des contes beaucoup plus contemporains, avec justement des thématiques beaucoup plus actuelles. Donc... Justement, j'en ai amené ici. La force pour moi des albums, c'est qu'ils parlent de problématiques vraiment ancrées dans notre quotidien. Notamment, par exemple, on peut parler des sujets comme de la guerre. Donc, par exemple, j'en ai un là qui parle de la guerre d'Espagne. C'est pas des productions locales, mais
un jour, hein, peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'était pour vous montrer des exemples, vraiment des thématiques qui peuvent être parfois lourdes à expliquer pour un adulte envers un enfant ou un enfant lourdes à comprendre. Mais pourtant, ils sont quand même touchés par ces informations, que ce soit par la télé ou par les adultes qui en parlent. Et donc, ce sont vraiment des façons pour eux de pouvoir apprivoiser ces informations qui sont parfois compliquées. Donc on a voilà, par exemple des dangers comme la guerre, on a aussi, par exemple là j'aime beaucoup celui-là, c'est sur les dangers d'Internet. Donc pour les tout petits, mais en même temps que finalement il vaut mieux, parce qu'aujourd'hui on sait à quel point les écrans sont prépondérants et des jeunes enfants d'à peine 5 ans qui déjà surfent sur YouTube, c'est très fréquent aujourd'hui. Et donc vraiment les albums d'aujourd'hui ont finalement cette responsabilité de parler de ce genre de sujet pour pouvoir démocratiser ce genre de problème. On a aussi tout ce qui va être de l'ordre de la violence en général, la violence à l'école, le harcèlement scolaire, ce genre de choses-là. Donc du coup, ce qui me paraît important en tant qu'auteur ou en tant que personne qui va choisir des albums qu'ils vont raconter à leurs enfants, le leur ou des enfants à l'école, ça va être vraiment de prendre cette responsabilité de quel monde, quelle représentation du monde voulons-nous offrir à nos enfants. Parce que finalement, on rêve tous d'un monde, je crois, en paix, un beau monde où finalement personne ne se fait la guerre, personne ne se dispute, où finalement on arrive à résoudre nos problèmes, nos conflits de façon avec de la communication, avec de l'empathie, avec de la tolérance. Et ce que nous leur montrons a un impact certain sur leur comportement à eux aussi. Et donc du coup, on a cette responsabilité-là et je vous invite donc du coup à prendre tout ça en compte. Et donc ma question que j'adore poser, c'est dans quel monde voulons-nous que nos enfants grandissent et quels enfants voudrions-nous offrir à notre monde? Et les livres en font partie, contribuent à donner la réponse. Du coup, comment utiliser ces contes dans la parentalité positive? Déjà, qu'est-ce que c'est que la parentalité positive? Il y a plusieurs noms, il y a l'éducation bienveillante, la discipline positive, voilà. Tout ça, ce sont des courants qui ont émergé dans les années à peu près 50, 60, courants humanistes. Et finalement, aujourd'hui, qui ont été appuyés par les neurosciences affectives et sociales, qui sont une nouvelle science qui date des années 90. Donc vraiment, c'est très récent tout ça. Mais aujourd'hui, on sait à quel point tous nos comportements avec les enfants, que ce soit en termes de gestes, de mots ou de pensées même que l'on a avec eux, ont une importance, ont une conséquence sur leur propre comportement et même du coup sur au niveau physiologique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des impacts sur le cerveau qui ont été montrés aujourd'hui, etc., etc. Bon, je vous passe les détails, hein. Je pourrais parler des heures sur ce sujet-là. Mais en tout cas, comment est-ce qu'on peut, quand on a envie d'être dans cette démarche-là, de pouvoir accompagner nos enfants, nos élèves, vers un monde peut-être plus doux et plus respectueux, responsable également, comment on peut utiliser les contes, les albums pour aller dans ce sens-là? Eh bien, en fait, déjà, en les choisissant, c'est pas toujours facile parce que parfois, il y a des thèmes comme par exemple la dispute, bon, c'est clairement sur la résolution de conflits sans violence. Mais par exemple, on va avoir ce genre d'albums, les contes chauds et doux de Chaud-Doudou, qui sont très très symboliques et qui vont, eux, parler plus du partage, de la coopération, de l'empathie, etc. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut savoir que ce genre de livres-là, avec un titre pareil, peuvent parler de ça? Il y a des sites qui sont spécialisés pour justement décortiquer et on peut trouver très facilement, en tapant la thématique que l'on veut aborder avec nos enfants, nos élèves, les histoires qui vont avec. L'objectif de ces histoires, c'est vraiment donc de faire prendre conscience à l'enfant, d'envoyer en fait des messages à l'enfant de façon consciente, avec des livres très clairement explicites, comme ça, ou de façon inconsciente, presque de façon hypnotique en fait, qui vont parler de notions beaucoup plus abstraites comme l'empathie, la tolérance. Voilà. Un autre objectif, ça va être d'amorcer le dialogue.
Par exemple, quand on sait qu'un enfant a un souci relationnel, interne, hein, ça peut être intrapersonnel ou interpersonnel avec les autres, eh bien, quand on va parler comme ça de but en blanc avec cet enfant, il va souvent se renfermer. Il va dire, je sais pas, je veux pas, etc. Sauf quand on parle de harcèlement scolaire, par exemple, hein, la honte entre en jeu et donc du coup, ils veulent pas parler. Alors que quand on passe par un billet, un tiers, un autre billet, donc notamment le conte, eh bien, ça va emmener une amorce au dialogue. Et donc, du coup, l'enfant va se voir dans le livre et on pourra parler, pas non de l'enfant, mais du personnage du livre et du coup, travailler sur la thématique. L'intérêt également de ces livres-là, ça va être d'être outillé. Parce que ce qu'il y a de chouette avec la parentalité positive, c'est qu'il y a des outils concrets, pratiques, faciles à utiliser dans le quotidien pour finalement nous faciliter notre vie, notre relation avec ces petits bouts qui parfois prennent beaucoup de place. Et donc, ça va être des outils, par exemple, allez, j'y vais avec le mien. Donc voilà, avec vraiment des outils très concrets pour gérer les émotions. Par exemple, quand nos enfants font une colère, veulent exprimer leurs émotions, ok, mais comment? Voilà. Il y a aussi un intérêt primordial qui va être de renforcer la relation, la connexion entre l'adulte et l'enfant, donc évidemment parents-enfants, mais également éducateurs et tous les professionnels de l'enfance qui vont travailler avec des enfants, parce que la confiance que l'enfant va mettre dans l'adulte avec qui il est un élément indissociable de comment il va travailler avec. Et dans notre vie quotidienne avec nos propres enfants, on est tellement acculé par le quotidien, par la course à la montre, par les tâches, etc., que finalement on en oublie la qualité de la relation et de la connexion. Et ce qui apporte énormément de conflits au sein de la famille. Et donc du coup, c'est cet outil-là du livre, au-delà de... Je continue. Hein. Ah, voilà. Au-delà du fait de passer un bon moment avec nos enfants, ça va permettre donc du coup, encore une fois, de parler de problématiques que l'on peut vivre avec eux, de façon détournée. Donc voilà. Il y a donc du coup... par exemple, par exemple, en termes d'outils, ce genre de livres-là, ce sont des outils de communication non violente qui sont abordés là-dedans. Donc vraiment avec le processus très carré. Et donc du coup, quand on apprend le process à la maison, à l'école ou en formation, peu importe, de le consolider par ce genre d'outils-là, c'est vraiment exceptionnel. Par rapport à la relation, donc on a ce genre de livre qui va conforter en fait l'enfant que quoi qu'il fasse, l'amour d'un parent est inconditionnel, et donc ça aussi ça constitue la base de la confiance en soi et de l'estime de soi de l'enfant. Il y a des contes qui sont beaucoup plus ciblés, donc des contes thérapeutiques. Vraiment, là, celui-là, par exemple, il parle de l'autonomie de l'enfant qui va avoir du mal à se détacher, par exemple, de sa famille. Il y en a tellement. Celui-là, il parle de l'estime de soi, de continuer toujours petit à petit, confiance en soi. Par exemple, à l'école, quand on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver, que c'est trop difficile, les maths, voilà, on va, avec ce genre d'outils, faire des parallèles. Et puis après, celui-là aussi, c'est de la CNV, communication non violente. Et puis, encore une fois, le mien, sur la tristesse. Voilà. Tous ces cadeaux que nous font les auteurs et les illustrateurs locaux et nationaux, même parfois internationaux. Parfois, ce sont des livres qui sont traduits dans plusieurs langues. C'est pour moi vraiment des outils exceptionnels qui doivent être démocratisés. Parce que finalement, l'enjeu de ces livres-là, ça va être vraiment de pouvoir avoir un impact donc, sur notre sphère à nous, qui soit à la maison. Après, sur un plus grand système qui va être peut-être à l'école. Mais après également dans nos relations d'adultes, parce que quand on a été bercé par ce genre d'outils, et forcément, ça a un impact sur nous, nos relations après quand on est adulte. Donc finalement, avoir un enjeu sur notre société, nos relations professionnelles également. Et à plus large échelle, évidemment, un enjeu sur comment fonctionne notre monde. Et donc, du coup, je vous invite à inonder vos maisons de livres, de contes et d'albums, parce que finalement, ce sont grâce à eux, on permet d'insuffler un monde nouveau. Donc voilà, merci beaucoup.
Merci Sarah. Et un bon livre pour enfants n'existe pas sans belles illustrations. Donc nous allons parler illustration maintenant avec Léa. Merci Léa. Merci Patrick. Merci Patrick. Bonsoir, je m'appelle Léa, je suis illustratrice et je réalise aussi des courts-métrages animés. Moi, je vais vous parler ce soir de l'avenir de la littérature jeunesse en Polynésie. Donc on parle de manga, de numérique et d'autres. En fait, comme je suis illustratrice, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans des écoles et j'ai posé la question aux documentalistes. Qu'est-ce que les élèves aiment lire? Est-ce que vous avez une idée? Les BD, mais surtout les mangas. Mais du coup, moi je me suis posé la question, mais pour quelle raison est-ce que les mangas sont autant en fait prisés par la jeunesse d'ici? Et d'abord, c'est quoi un manga? Un manga, c'est une bande dessinée d'origine japonaise, et puis ça se reconnaît, en fait, ça se reconnaît en fait en fonction de son format, un format de poche. Oui, ça se lit à l'envers. Et puis, ce sont des bandes dessinées en fait, qui sont imprimées en noir et blanc. Du coup, en fait, l'avantage d'avoir un manga, c'est que c'est pratique. Ça se met dans une poche, dans un sac, ça peut être baladé partout. Et c'est pas trop cher à cause du coût d'impression. Voilà. Ensuite, c'est très visuel. Et c'est dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, quand on lit un manga, les images parlent d'eux-mêmes. Les gens, en fait, forcément, il y a beaucoup qui ne lisent pas forcément les textes et ils arrivent à comprendre tout le livre. En France, ils ont l'occasion en fait, d'acheter des mangas en fait, originaux, du coup, écrits en japonais. Et ils peuvent lire ça sans rien comprendre, ils ont tout compris, quoi. Du coup, en fait, juste pour vous dire que le visuel joue beaucoup en fait, dans le manga. Et je pense que c'est en grande partie pour ça que les jeunes aiment ce genre de support. Ensuite, comme je viens de dire, c'est simple à lire, c'est très expressif et on voit bien en fait cette expressivité, l'expression en fait, parce que dans les mangas, ils aiment bien faire des gros plans. Quand on voit les gros plans, on comprend bien le personnage, on ressent ce qu'il ressent et d'une certaine manière, j'ai l'impression que on est le personnage. Les jeunes s'impliquent beaucoup en fait, ils se voient dans ce qu'ils lisent. Et l'avantage des mangas, c'est que il parle de plein de sujets différents. Il parle de cuisine, il parle de sport, on parle de football. Là, ici, on parle des rollers. Il y a de toutes sortes. Et on a même un manga en fait, qui parle de chats. Je ne sais pas si... et c'est super célèbre. C'est super connu. Il y a des mangas d'aventure, des mangas fantastiques, de la romance. En fait, on va sur beaucoup de thèmes. Et l'avantage aussi des mangas, c'est qu'il y a aussi des valeurs dedans. Quand on lit les Naruto, par exemple, il est courageux, il est persévérant et il essaye d'aider ses amis. Du coup, il y a une sorte d'amitié aussi qui se crée dans ce qu'il fait. Et l'avantage des mangas, c'est aussi que c'est accessible. C'est-à-dire que, déjà, c'est pas cher, du coup, on a tendance à en acheter. Mais si on n'a pas trop les moyens, on peut aller sur Internet et puis il y a beaucoup de sites où on peut en fait aller dessus et puis lire. Et je fais une parenthèse, en fait, les mangas, c'est japonais, mais du coup, on parle aussi des manhwas qui sont des BD coréennes et des manhwas qui sont des BD chinoises et on en trouve de plus en plus en fait, sur le marché de la lecture. Ils sont plus numériques, en fait, le style graphique des BD coréennes, on va sur Internet et en fait, on scrolle. Et du coup, en fait, tu as toute la BD en fait, qui se présente sans jamais avoir besoin en fait, de tourner une page. Du coup, c'est quelque chose qui est aussi facile à faire. Ensuite, après les mangas, les jeunes aiment la BD, du coup la BD française, la BD franco-belge. Et je pense que si en fait on aime les BD, c'est parce qu'on a baigné dedans. Dans les Astérix, dans les Titeuf. Il y a aussi les Spirou et puis les Tintins. Du coup, je pense que vous avez tous lu déjà tous ces bouquins, toutes ces BD. Et du coup, je pense qu'en fait, on commence par lire ça. Et puis, vu que le monde de la BD évolue,
on ne s'arrête pas sur ça, on en lit d'autres encore. Et c'est pour ça que moi, je vais vous parler de la nouveauté. En fait, on voit qu'un format BD, c'est en couleur, c'est cartonné, et il y a beaucoup moins de pages en fait qu'un manga. Les nouvelles BD françaises actuelles, elles évoluent, elles se diversifient, elles parlent de beaucoup plus de sujets aussi par rapport à avant. Et il y en a une qui est ici, je ne sais pas si vous connaissez, Fruit Squill. C'est une BD française. Il a un format, c'est un format français bien sûr, mais il est assez différent en fait de ce qu'on a l'habitude de voir au niveau des BD traditionnels. Et ce que j'ai apprécié en fait dans Fruit Squill, c'est déjà le scénario, mais c'est aussi le fait que quand on ouvre, on a l'impression en fait de voir en fait l'inspiration qu'il a eue. Du coup, je pense que l'inspiration que l'auteur a eue, c'était les mangas. Du coup, maintenant, il s'est basé sur la bande dessinée française, et puis il s'est inspiré en fait d'autres styles graphiques pour pouvoir écrire et construire en fait son univers à lui. Ensuite, nous avons la BD américaine qu'on appelle le comics. Du coup, nous avons plusieurs sortes. En fait, il faut savoir que le comics de base, il était adressé aux adultes, plus aux adultes, avec des histoires qui sont basées sur les super-héros, beaucoup comme Superman, Batman, la Ligue des Justiciers, qui est ici. Ensuite, nous avons des comics qui sont beaucoup plus simples pour les enfants, en fait, et qui sont assez humoristiques. C'est plus des comic strips. Du coup, à la base, c'est un peu comme dans les journaux. En fait, les comic strips, ce sont des petites bandes qu'on lit individuellement. Et là, c'est un rassemblement en fait, de beaucoup de strips. Et ensuite, nous avons les Umbrella Academy. Les Umbrella Academy, qui est aussi un style de comics en fait, qui est assez moderne et qui utilise en fait, des aplats de couleurs, comme les comics de base. Alors, je vais finir par vous dire qu'en fait, en gros, si on voit en fait, tout ce que les jeunes ils aiment lire, c'est des choses qui sont très visuelles, donc beaucoup d'images. Et le numérique, il en fait partie. Quand on touche au numérique, à partir du moment où en fait, on a un téléphone, un portable, une tablette graphique, ça nous donne en fait une accessibilité au net. Et du coup, en fait, avec Internet, on arrive à avoir des livres gratuits ou qui sont peu coûteux. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que les jeunes aiment ce côté numérique. Et d'ailleurs, je pense que, en fait, en Polynésie, c'est ce qu'on devrait faire. On devrait passer à des choses qui sont beaucoup plus graphiques, donc très visuelles et numériques, parce qu'en fait, le numérique, c'est accessible à tous, c'est économique, parce que tu ne payes pas en fait les impressions papier, c'est écologique. Et aussi, maintenant, il y a de plus en plus d'applications ou de logiciels qui sont créés en fait pour permettre en fait aux enfants de lire, d'apprendre à lire, des livres animés, des livres audio. Et il y a aussi le Turbomédia, qui est un nouveau support en fait qui est une BD interactive. En fait, quand on va sur Internet, on trouve des sites qui sont dédiés au Turbomédia et oui, ce sont des lectures en ligne et puis c'est quelque chose de vraiment interactif. Tu cliques sur un bouton et puis les cases, elles apparaissent petit à petit. Il y a des dialogues qui arrivent. Enfin, ça te prend quand même. Enfin, ça te prend par surprise des fois et puis c'est vivant en fait. Et je crois que c'est ce que les enfants, c'est ce que les jeunes attendent en fait. Oui. Oui, c'est ça. Donc voilà. Du coup, je pense qu'en fait, l'avenir de la jeunesse, de la littérature, de la jeunesse littéraire en Polynésie française,
elle devrait être basée en fait sur des choses qui sont plus visuelles et qui sont numériques. Mais... non, mais après, en fait, je pense que les livres, c'est aussi intéressant. Merci. Merci beaucoup, ma chère Léa. On va continuer justement dans une nouvelle approche, je crois, un peu de l'illustration avec notre ami Vachi. Alors, bonsoir à tous. C'est un plaisir de pouvoir me retrouver devant vous afin de pouvoir parler de... c'est plus mon approche sur les légendes polynésiennes. Le plus grand défi pour moi ce soir, ça va être de tenir aussi longtemps que mes amis, parce qu'en fait, j'ai pas préparé de texte. J'ai préparé une diapositive parce que j'ai plus l'habitude de m'exprimer à travers l'image qu'à travers le parler, à travers l'écrit. Donc, Yorana. Alors, je vais me présenter avant tout. Le plus important, je pense, c'est de pouvoir me présenter avant, de présenter mes influences, ce qui me permettrait en fait de développer vers justement l'approche que j'ai aujourd'hui des légendes polynésiennes. Ne faites pas attention à l'expression assez antipathique que j'ai sur cette photo. Je suis de nature très très gentille. Donc je fais de l'illustration, mais je fais de la peinture. Je participe souvent à des expositions plutôt collectives et je me suis remis à la gravure. Voilà. Donc mes premières influences. Au risque de me faire lapider par le public ici présent, je suis un enfant des années 81, un enfant de la télé. Et j'ai grandi dans les îles, j'ai grandi à Touboué. Et donc j'ai été bercé en fait au Club Dorothée. Et ce qui est particulier, c'est que... je sais. Mais en fait, à l'époque, ça passait c'était une fois par semaine en fait. Donc c'était plutôt le mercredi après-midi, et c'était l'événement de la semaine pour moi, enfant. Je veux dire, ces super-héros, cette idée de puissance, et puis ça m'a apporté en fait. J'étais assez rassuré en fait par rapport à ça. Et puis je sais qu'au niveau du contenu, comme au niveau des doublages plus que douteux de l'époque, ça peut mettre en doute. Ça a suffi pour mettre cette étincelle en moi qui m'a permis en fait de vouloir dessiner, tout simplement. Donc au début, ça a commencé avec... je dessinais pas au début, c'était ma mère qui dessinait pour moi. Donc il y avait des cartes... les cartes au chocolat Dragon Ball Z à l'époque. Donc j'aimais bien que ma mère me fasse des dessins en fait. Et puis à un moment donné, elle en a eu marre et puis elle m'a dit écoute, faut que tu te débrouilles quoi. Et puis j'ai commencé à dessiner tout seul, tranquillement, à l'école. C'est devenu un loisir. Mais mes premières influences, ça a été ça quoi. Et ça a influencé en fait toute une génération de l'époque. Voilà. Diapo suivante. Alors, première approche artistique d'un monde mythologique polynésien. Il se trouve que quand j'ai commencé à me mettre dans l'illustration, j'avais déjà cette idée, j'avais cet intérêt en fait pour les légendes polynésiennes, et c'est vraiment le monde cinématographique, c'est les films en fait qui m'ont fortement influencé. Et puis cette idée-là, j'avais envie de la retrouver en fait dans les légendes, dans les illustrations, en fait, dans les légendes polynésiennes. Donc, c'était en 2008 que j'ai commencé en fait à aller démarcher en tant qu'illustrateur. Je dessinais déjà, mais c'était plus en loisir. Et je me nourrissais à l'époque. Je me nourrissais plutôt de comic book, parce que pourquoi les comics, donc les comics américains. J'aimais bien pour le style de dessin déjà, qui était très très différent du manga, parce que j'étais assez je me suis surchargé du style manga, que j'avais envie de passer à autre chose en fait. Donc j'ai commencé à lire des comics, et
ce qui m'a plu en fait dans les comics, c'était les couleurs, c'est les effets de brillance. Au départ, c'était pas vraiment dans l'écriture, dans les textes, dans les dialogues, c'était vraiment l'aspect image seulement. Donc voilà, c'est fortement influencé par ça en fait que je me suis mis j'ai atterri dans le monde de l'illustration. Diapositive suivante. Alors, en 2009, Ray Chaz, l'écrivain Ray Chaz m'a rapproché pour réaliser une série d'illustrations pour le recueil Contes haïtiens 1, donc qui était sorti à l'époque, qui a été édité par les éditions Cornat, les éditions canadiennes, effectivement. Et donc voilà, voilà, une des illustrations que j'avais réalisées à l'époque, c'était il y a 13 ans. Hein. Donc voilà, donc on retrouve en fait cette influence plutôt comique de par le style de couleur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand je me suis lancé dans l'illustration, j'ai commencé par le numérique. Voilà, j'ai commencé par numériser par ordinateur. Et il y a cette influence aussi à ces mangas. Hein. Tu vois, j'arrivais pas encore à m'en détacher. J'avais envie de me détacher de ce style-là pour me diriger vers quelque chose de peut-être plus réaliste, plus personnel, on va dire. Hein. Donc voilà, une autre illustration. Ouais, très très sombre. On voit presque rien. C'était vraiment les débuts. Voilà, c'est discutable. Voilà. Donc voilà la couverture du livre Contes haïtiens. Hein. Du coup, voilà, on retrouve cette influence manga hein, avec tu vois, un style numérique. Je me suis lancé comme ça, vraiment. Mais je me suis rendu compte qu'il me manquait une partie, une partie plus académique en fait. Parce que là, je me suis lancé dans l'illustration. Là, c'est le monde de Ray Chaz, c'est des contes haïtiens. Mais sans pour autant connaître les aspects iconographiques avec les motifs polynésiens par exemple, ou les aspects scripturaires en fait, les écrits en fait sur les légendes polynésiennes. Hein. Et voilà, donc ça c'est un de mes premiers albums. Et quelques temps après, justement pour parfaire mes connaissances non seulement dans le domaine du dessin, et aussi dans le domaine de ma culture, en fait, hein, j'ai décidé de m'inscrire, en fait, de passer le concours pour entrer au CMA. Et puis, voilà, je suis entré au CMA. J'ai pas suivi tout le cursus, malheureusement, pour des raisons personnelles. Mais les 2 ans que j'ai passé au CMA ont suffi pour apporter ce petit plus qui me manquait, je pense. Hein. Ça a été une véritable claque pour moi. Par le fait que, voilà, il s'agit d'un véritable village en fait, d'artistes de tout horizon. Il y a des Marquisiens, il y a des Tuhapé, il y a des Paumotu, il y a des sculpteurs, il y a des graveurs, il y a des tatoueurs. Ça a vraiment été, ça a été une mine d'or pour moi. Ça m'a permis de développer, de parfaire mes connaissances, mais aussi de développer mon style. Et j'ai continué l'illustration en parallèle. Et en fait, mon style a petit à petit évolué. Donc voilà, oui. Donc ça, c'était il y a pratiquement 10 ans. Hein. Et là, en fait, au Centre des métiers d'art, j'ai appris des techniques des techniques dites classiques, en fait. Du simple dessin en crayon papier, au stylo, l'aquarelle, la peinture à l'acrylique, la peinture à huile. Et forcément, on faisait de la sculpture, de la gravure à côté. Bon, c'était vraiment quelque chose de très différent du dessin. Mais ça m'a beaucoup influencé dans mes compositions par la suite. Voilà, donc ça, ce sont des illustrations que j'avais réalisées toujours pour Ray Chaz, pour le conte Mahiné, il a fait des fleurs. Je ne sais pas s'il est toujours en circulation. Ça y est, il est épuisé aussi. Donc voilà. Donc vous voyez bien la différence graphique qu'il y a entre mes premières illustrations et celles-ci qui sont beaucoup plus, beaucoup plus avec des techniques plus, voilà. Donc là, ça a vraiment été, je me suis éclaté. Pour être franc avec vous, je me suis éclaté. C'était du stylo, de l'aquarelle, de l'acrylique, voilà.
Et aussi, j'ai continué aussi à travailler avec l'outil numérique. Donc voilà, après il y a toujours cette influence extérieure en fait qui va influencer en fait mon dessin. Hein. Et voilà, donc c'est un dessin en numérique que j'ai fait aussi. Voilà. Donc voilà. Donc là, on arrive à mon approche, mes influences actuelles et l'objectif de mon travail d'illustrateur. Alors, en 2017, il y a un magazine qui avait fait appel à mes services pour réaliser l'illustration de légende polynésienne hein, qui était écrite par Simone Grand. Donc ces légendes en fait elles s'inspiraient en fait du livre Teiki aux temps anciens de Te Wira Henry. Et puis en fait, ce qui était particulier, c'est qu'on me demandait une seule illustration, voilà, pour un dessin pour illustrer en fait toute une légende. Alors là, c'était très très particulier dans le sens où il y a plusieurs éléments dans une légende. Il y a beaucoup de choses en fait. Hein. Et mon approche a été d'essayer de rassembler tous ces éléments-là pour les mettre dans une seule illustration. Donc, voilà. Ça va, c'est clair. Voilà. Donc, voilà les premières illustrations que j'avais réalisées pour le magazine. Hein. Donc, il y a cette idée, en fait, de raconter l'histoire avec... rien qu'avec... il y a cette idée de motif polynésien, toujours avec des personnages. Ouais, c'est un peu surchargé les premiers, hein. Excusez-moi. Donc mon idée c'était voilà comme si il y avait des motifs locaux et puis comme si elles prenaient vie en fait. Hein. Voilà. C'était ça. Donc il y a la légende de Maui et la légende du cocotier. Hein. Voilà. Donc c'était mes premières illustrations. Du coup, voilà, il y a eu une période d'adaptation, on va dire, dans le sens où il fallait que au niveau de la composition, ça soit plus cohérent, moins surchargé au niveau des couleurs, au niveau du style aussi. Diapo suivante. Voilà. Après, mon style c'est un peu plus épuré par la suite justement pour ces illustrations-là. Hein. Donc ta fille qui coupe les nageoires du poisson, enfin de l'île quoi. Voilà. Donc là, on retrouve en fait cette influence gravure, sculpture aussi, hein, parce que j'aime les représenter. C'est pour donner encore cette idée que c'est comme des fresques qui prennent vie. Voilà. Diapo suivante. Donc là, l'idée c'était d'utiliser en fait l'outil numérique. L'outil numérique, pourquoi ? Pour économiser, pas pour économiser, mais comment dire, j'essaie d'avoir cette approche un peu écologique en évitant en fait d'utiliser du papier le plus possible que je peux. Voilà, donc tout est fait sur ordinateur, quoi. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ces illustrations ? J'ai pas eu de limite par rapport à ce que je devais dessiner. Du coup, ça a été une bonne manière pour moi d'expérimenter, en fait. Voilà. De pouvoir raconter l'histoire, mais juste à travers une image. Et c'est fort justement de ces connaissances que j'ai acquises au Centre des métiers d'art, avec les motifs polynésiens. Si bien que je parle... Enfin, moi, je suis pour le fait que notre iconographie, elle est là, elle est partie elle doit évoluer. Et dans ce sens-là, il m'arrivait de prendre des libertés et d'inventer mes propres motifs. Voilà. Donc, par exemple, sur l'illustration de droite, il y a des naseaux de cochon. Donc voilà, c'était pour représenter cet animal qui apparaît dans le conte. Hein. C'est un motif complètement inventé. Voilà. Donc c'est une approche très, très, très personnelle. Alors, pour les dernières illustrations que j'avais réalisées pour ce magazine-là, je suis parti vraiment sur autre chose, en utilisant une technique plus classique, très inspirée de la BD. Donc, je me sentais très fortement inspiré par Mobius, en fait. Ouais.
Donc voilà, un style que j'aime bien, en fait, que j'ai essayé d'utiliser. Donc, par exemple, pour ces deux illustrations, on retrouve en fait cette idée d'essayer de raconter l'histoire de la légende à travers des motifs qui vont apparaître en arrière-plan. Vous voyez? Et dès que je pouvais, j'utilisais des motifs pour représenter, par exemple, les liens familiaux. Il y a aussi la pêche, il y a la force. Enfin, toutes ces choses sont là, en fait, pour donner un plus, pour essayer de sortir du cadre du dessin. Voilà. Oui. Merci. Maruru, hein. Merci. Merci à toi, Vachi. Alors, nous allons terminer avec Vahi qui va nous parler, et j'attends cette intervention, des langues polynésiennes et de la littérature jeunesse. Vous m'entendez? Oui. 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 Yarana tato pato ete he, des pots, hein. On est sorti du pot, on va rentrer dans le pot. En tout cas, je me sens bizarre face à tout ce que j'ai vu, entendu, compris, enregistré, assimilé par rapport à ce que je vais dire. J'ai l'impression d'être dans une autre planète et que les planètes que vous m'avez présentées sont accessibles. On sent que c'est accessible, mais parfois tellement éloignées de la polynésienne que je suis. Voilà. Donc, j'ai proposé le thème je vais garder mon masque. Vous m'entendez bien? On peut l'enlever, hein, mais bon. En tout cas, je vous remercie d'être là, attentif, patient, présent. Et c'est une question que je pose. Et la question est la suivante. Quelle place pour les langues polynésiennes, au pluriel, hein, dans la littérature de jeunesse, parce que c'est le thème de ce soir, d'aujourd'hui? Alors cette question, bien sûr, sur la place des langues en Polynésie par rapport à la littérature de jeunesse, déjà c'est un mot qui est nouveau. Hein, littérature, comme a dit Patrick, c'est quelque chose qui est récent, en tout cas en Polynésie, par rapport à toute cette littérature patrimoniale qui existe, soulève bien évidemment d'autres questions, par le fait qu'il faut d'abord, pour nous, définir de quelle langue il s'agit. D'où le schéma, qu'on peut peut-être agrandir, vous connaissez ce schéma qui fait partie de l'atlas de Jean-Michel Charpentier, Alexandre François, deux linguistes du LACITO, CNRS, un a disparu malheureusement, un qui est toujours actif, et qui ont en 2015 sorti cet atlas qu'ils ont mis 10 ans à faire, premier atlas de toutes les langues polynésiennes, et qui, pour définir finalement le nombre de langues existantes en Polynésie française. Et ils en ont dénombré, à partir de critères bien définis, 7 langues. Alors quand on parle de langue polynésienne aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 7 langues qui sont distinctes. Et alors ces langues-là sont les suivantes: le tahitien Hoya, hein, le Reo-Tahiti, le Paumotu, le marquisien du Nord, le marquisien du Sud, le Eo-Enata, Eo-Enana. Alors comment on sait que c'est la langue marquisienne du Nord? Moi j'ai un système, c'est Nord, c'est Enata, Eo-Enata, et le Sud, Eo-Enana. Ah non, Enana. Havare. Qu'est-ce qu'il faut dire? Le Sud, Eo-Enata. Alors, Enata. Alors, ça c'est Enana. Enana, Nord, Enana. Voilà. Enata, c'est le Sud. Voilà. Donc, c'est par respect pour mes compatriotes marquisiens que voilà, j'aime bien qu'on nomme leur langue la terre des hommes. Voilà. Voilà, donc c'est bien 2 langues distinctes d'après Charpentier et Alexandre François. Bien sûr, il y a le mangarevien qui est dans la continuité des Paumotu, très différent, hein, le mangarevien, et puis le Rapaïti par rapport au Rapa Nui qui est l'Easter Island, l'île de Pâques, et les langues australiennes, on va dire en général, Rurutu, Tupua, qui a complètement été digéré par le tahitien. Il n'existe plus, et pourtant il y avait l'existence d'un comment on appelle ça, un Reo Tutaori,
qui en a parlé, que personne ne comprenait et qu'on utilisait pour ne pas se faire comprendre des voisins. Donc voilà un peu les langues que la carte ici présente, présente en Polynésie. Alors, pour parler de la littérature, il faut bien avoir l'écriture en main. Et cette écriture-là n'a pas été inventée par les Polynésiens. Elle nous vient, bien sûr, des Occidentaux, et donc qui nous fait voyager jusqu'à l'histoire. Merci Jean-Luc, tout à l'heure je te ferai signe. L'histoire de la fixation de la langue tahitienne par l'écrit, le tahitien était la première des langues polynésiennes orientales à avoir été travaillée et fixée à l'écrit grâce à l'effort des missionnaires de la LMS. Et dans des textes, alors ces textes-là, des textes bibliques, des textes religieux, des textes catéchétiques, puis des textes profanes aussi. Cette manière qu'a eu le tahitien d'exister explique sa prédominance par rapport aux autres langues polynésiennes du pays, et notamment par l'appropriation de l'écriture par les Polynésiens eux-mêmes. Le tahitien a été la première langue d'appropriation des Tahitiens par ce qu'on appelle les putatupuna, les cahiers ou les registres de récits anciens où on trouve des pharmacopées polynésiennes, des récits d'ancêtres, des légendes, des récits mythologiques aussi. Et puis des liens généalogiques entre les familles, très important pour nous. Et donc, tout ça, les Polynésiens ont appris à le faire, mais en plus de l'écriture elle-même que les Polynésiens ont su maîtriser grâce à l'appui des missionnaires protestants au départ, puis catholiques par la suite, le tahitien a encore eu ses lettres de noblesse grâce à l'existence de ce que j'appellerais des descriptions linguistiques, à savoir des dictionnaires et des grammaires. Donc, quand on écrit en langue polynésienne, heureusement, nous avons des outils très appréciés, très appréciables pour nous permettre de bien vérifier le sens et le mot qu'il faut pour mettre là où il faut mettre dans une phrase, dans un enchaînement écrit. Donc, cet outil linguistique a favorisé donc l'écriture tahitienne qui était très pauvre au départ, mais bien présente, mais aussi l'expression de la pensée polynésienne qui deviendra de plus en plus créatrice et indépendante des écrits religieux au départ. Mais même si elle devient indépendante et autonome, cette place de la religiosité, du sacré dans l'écriture de tout ce qui relève de l'expression tahitienne demeure lourd aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas se détacher de ce côté sacré qu'a représenté l'écrit pour nous les Polynésiens, peut-être d'un certain âge. Et les jeunes, quand je vous vois aujourd'hui, est complètement sortis de cette problématique-là. Mais n'empêche que lorsque vous faites le tour de la Polynésie, là où il y a des gens d'un certain âge, on sent cette place de l'écriture qui est sacrée parce qu'il y a une référence sacrée. Et c'est la Bible qui le fait. C'est la Bible qui assoit le Polynésien dans sa terre, dans ses racines. Sinon, on est dans les airs. On est un hotupainu, comme on dit. Un fruit du Barintonia que le vent va amener là où il veut et les vagues là où il peut se porter. Donc voilà pour le tahitien. Mais parallèlement au tahitien, les autres langues polynésiennes que j'ai citées vont suivre le même chemin, à savoir le paumotu, le mangarevien, le marquisien, et les langues des australes, où les dictionnaires et les lexiques existent aujourd'hui et parfaitement consultables par tout le monde. On peut les trouver sur Internet, on peut les trouver à l'université, partout où il y a des archives, on peut s'en référer. Donc, j'en reviens donc à cette question, le tahitien ou les autres langues polynésiennes dans la littérature de jeunesse d'aujourd'hui en Polynésie posent la question de la présence de la langue ou des langues polynésiennes dans les publications destinées principalement aux jeunes, aux plus jeunes, notamment les scolaires. Parce que là aussi, il faut définir, quand on dit littérature de jeunesse, de quelle jeunesse parle-t-on? Est-ce que ce sont des petits de maternelle, de primaire ou encore au collège? Donc là aussi, il faut bien s'entendre sur le terme de littérature de jeunesse. On pense en particulier aux plus jeunes, sans restriction d'âge. Et donc, quelle est la langue polynésienne la plus lue
la plus diffusée, la plus parlée, la plus écrite et la plus transmise aussi et la plus accessible en Polynésie et ailleurs. C'est la question. Lorsqu'on parle de littérature de jeunesse, on se réfère à cette langue-là ou à ces langues-là qui sont présentes dans le monde polynésien littéraire. Alors, lorsqu'on parle de littérature de jeunesse, on ne peut pas ne pas ignorer qu'il y a les contes, on en a entendu parler, hein, les contes. Alors, il semblerait que les contes, ce n'est pas quelque chose de polynésien. On raconte plutôt des légendes. Alors, quelle est la part de distinction entre légende et conte? Certains disent que dans la légende, il y a un peu de conte, et dans les contes, il y a un peu de légende. Mais pour Jean Guillac qui est décédé, pour lui, les légendes ne sont pas des récits d'enfants. Loin de là. Les légendes n'ont jamais été écrites pour les enfants. Mais on en a fait des récits d'enfants. Parce que pour embellir, pour permettre aux enfants d'approcher ce monde qui est comment on dit, parfois dangereux, parfois divertissant, eh ben, on a inventé des légendes enfantines. Mais en réalité, les légendes polynésiennes, océaniennes, sont des vrais récits mythologiques, mais que l'on a, changés, ou transformés pour les rendre édulcorés, pour les rendre accessibles. Mais au fin fond des légendes, il y a quelque chose qui est réel, qui est fondamental, qu'il faut découvrir. Et ce qui fait qu'il y a la place à la créativité aujourd'hui, place aux illustrateurs qui ont compris quelque chose du fin fond de cette légende. Donc, les légendes pourront toujours s'écrire sous quelque forme que ce soit, mais il n'y a pas de forme figée. Donc voilà, les légendes, les fables, on va voir des fables. Là, vous avez une image d'Amurao, qui a été publié par le CFRLCO. C'est les premiers ouvrages, on va dire, en dehors des récits bibliques, que Turo Rapoto, lorsqu'il était directeur, a sorti. Et c'est un recueil de textes anciens qui ont été traduits en tahitien, entièrement en tahitien. Il n'y a pas du tout de français dans ce livre-là. Ce livre-là, on ne le retrouvera plus. Il est épuisé complètement. Mais à l'université, on va le rechercher parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on trouve dans ces traductions de récits qui ont fait leur succès ailleurs. Alors, je continue. Donc, les fables, les poèmes. Alors, la poésie, beaucoup de Polynésiens écrivent des poèmes. Là encore, il y a des poèmes courts, il y a des poèmes longs. Quand on voit Henri Hiro, Turo Rapoto et même ici, vous avez le frère d'Henri Hiro, Isidore, eh ben, leurs poèmes, c'est pratiquement des histoires. Voilà, donc ça dépend ce qu'on entend par poème et à qui ça s'adresse. Donc l'écriture poétique est quelque chose qui plaît beaucoup aux Polynésiens d'aujourd'hui parce qu'il y a une liberté dans le choix des phrases, dans le choix des mots et dans l'enchaînement des phrases, dans l'inspiration aussi du moment. Donc voilà, on valorise les poèmes. Et puis les illustrations. Ça, c'est quelque chose qui est venu avec l'évolution de la littérature. Autrefois, là, ce que vous voyez là, il n'y a pas d'illustration du tout. C'est barbare, c'est rébarbatif au possible. On a du mal à rentrer parce qu'il n'y a pas d'image. Les enfants aiment se reposer sur des illustrations dans lesquelles ils se reconnaissent et qui leur permettent d'asseoir quelque part d'eux-mêmes avant d'aborder le texte. Et les premiers, non, vous ne l'avez pas. Donc, ce qui fait que pas beaucoup de gens aiment lire ces choses-là. Alors, il y a une autre question. J'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de questions. Il y a la deuxième question que j'ai posée déjà au départ. La langue polynésienne qui est la plus écrite, la plus lue, la plus diffusée, vous connaissez la réponse. C'est le tahitien, évidemment. Et elle sera encore plus lorsque vous voyez ça à Amurao. Et voilà. Nous allons voir quelques couvertures, une de couverture, et tout ça, c'est le EMA, les éditions des mers australes, que je présente un peu dans le désordre, pour vous montrer qu'il y a vraiment quelque chose en tahitien, en marquisien et d'autres langues. Là, c'est l'association PRO qui a sorti un livre entièrement en tahitien, Ahani, illustré par deux jeunes illustrateurs qui sont enseignants dans le second degré, et donc ça marche très bien. Donc il y a vraiment un public qui aime les histoires et qui aime les illustrations. Donc Vachit, il y a un avenir hein, là-dedans, hein. Enfin vous tous. Hein.
Voilà un exemple. Alors, on revient encore à Oura. C'est une autre société éditrice qui a présenté ce livre, Homai Tewa, Offre-nous la pluie, qui a été écrit par Hepua Bord, quelqu'un qui était au Musée des Îles à la retraite. Donc, voyez, donc je vous présente des unes de couverture. Tout ça, c'est écrit en tahitien. Honuitie, voilà la série au CTRDP. Centre territorial, voilà, le T a disparu, maintenant c'est le CRDP et maintenant il a disparu tout carrément. Il n'y a plus de CRDP. Donc vous voyez tout ce qui a été produit en langue tahitienne. Alors là c'est Itai, c'est Herepo qui l'a fait, mais sur une commande du ministère, on ne le connaît pas, mais c'est des dessins avec des textes en tahitien, en français très courts et très tournés vers l'environnement. La protection de l'environnement, c'est Itai. Ça fait rappeler une pièce de théâtre de Henri Hiro, Itai, qui a été jouée ici, à l'OTAC. Alors, on continue notre parcours des couvertures. Alors là, Vachi le connaît bien parce que c'est lui qui a illustré. C'est une des dernières créations de Speak Tahiti. Alors, j'ai amené le livre ici. On le trouve en numérique et c'est vraiment quelque chose de nouveau. Le voilà. On le trouve, on peut le télécharger et on apprend le tahitien. Le tahitien, c'est un imagier. Hein. Alors, je ne sais pas si ça fait partie de la littérature, mais ça contribue à aider les jeunes à connaître le tahitien. Donc, voilà quelque chose de tout nouveau et je pense que ça va continuer longtemps encore. Hein. Alors, Herepo, avec Légende polynésienne illustrée par Jean-François Favre, et en français et en tahitien. Ici, on a parlé de Rosine ici. Voilà, avec Gazarian, les légendes de Rapa, dans 2 langues, le français et la langue Rapa. Donc, on le trouve encore, je pense. Il a été édité par Au Vent des Îles, je crois. Voilà. Alors, Maui, toujours Herepo, qui a sorti Maui et Tehir Ahiamait Temofenua. Donc, j'ai traduit à partir de ce que Jean-François Favre a écrit en français. Donc, c'est en tête bêche. En français, en retournant, et en tahitien. Et les dessins sont toujours de Jean-François Favre, illustrés édités par Herepo. Voilà. Et donc, Maui, Peutini, entièrement en tahitien, traduit par Turoar Apoto, qui a été écrit par Edward Dodd et illustré par Jacques Boulaire, quelqu'un de très connu. Entièrement en tahitien, là aussi. Alors, une nouveauté aussi, Natatotera, que l'association Prau a édité, nos expressions tahitiennes d'hier et aujourd'hui. C'est une approche tahitienne, des expressions d'autrefois jusqu'à aujourd'hui. Ça peut aller du « iya » jusqu'à « ah ouais, ou bien « eh mea », qu'on peut dire, et il a été enregistré, on attend la sortie sonore. « Eh mea, eh mea, eh mea ». Alors, tout ça, ça a un sens pour le tahitien. Ouais, voilà. Donc, voilà un livre qui existe et qu'on peut avoir, qu'on peut trouver. Et là, c'est Nonahere, donc c'est notre chef de danse, qui a écrit Pipirima. Donc, c'est l'expression, on va dire, écrite du spectacle que Nonahere a présenté lors d'un heiva à Tahiti, entièrement en tahitien. Là, c'est encore le TRDP avec T'ai Orava Tefe. Vous voyez les illustrations, Vachi, comment c'était fait à l'époque. Alors c'est simple, mais peut-être que ça plaisait, mais voilà, et entièrement en tahitien. Alors il y a vraiment une équipe de gens sur place là au TRDP. Dont la tâche était de sortir, et je vais vous dire pourquoi, beaucoup de livres en tahitien, en français, en anglais, parce qu'on enseigne maintenant l'anglais, à tel point que je crois que ça a été gênant pour la ETI dans lequel nous nous trouvons, parce que voilà, ils publient des livres, mais à côté de ça, il y a des éditeurs, des vrais éditeurs. Bon, je ne sais pas comment l'histoire s'est terminée, mais le CRDP continue à produire encore. Hein? Oui. Alors, là, c'est Herepo, c'est je crois que c'est la légende du... Il n'y a pas eu de titre, c'est la légende du Uru, du Mapé, en tahitien, je crois. Daniel, c'est le Mapé, le Uru, hein? Oui, c'est le Uru. Voilà, il n'y a pas sur la page, il n'y a aucun titre. Voilà, mais à l'intérieur, on peut trouver. Hein? C'est ça, c'est ça. Donc, vous voyez que très tôt, voilà, très tôt, les éditeurs dans Herepo ont été très soucieux de sortir des textes en tahitien.
Et on va voir que la logique d'aujourd'hui est très liée à la rentabilité des publications en langue tahitienne. Harry Potter toujours avec Petit Tri, je ne sais pas si vous connaissez, qui a été écrit par une Anglaise, Penelope Richards, qui a été traduit en tahitien et que, avec de très jolies images, très colorées, avec des couleurs vives. Voilà, donc ce livre-là existe. Toujours alors pour les poèmes, c'est toujours Harry Potter avec Brigitte Pique-Pellors pour les poèmes en tahitien et en français. Illustré aussi. On peut continuer. Là, c'est Turo Arapoto, un des tout premiers Pinain qu'il a écrit. Et c'était, vous voyez, c'était agrafé sur le bord. Et il a sorti d'autres depuis mieux présentés. Et c'est un recueil de poèmes entièrement en tahitien. Là, TFTN, Mylène n'est pas là, mais il y a sa collègue qui la représente. C'est TFTN qui a édité ça, qui a publié ça pour Hiao Poème lors d'une présentation de concours de poèmes en tahitien. Et c'est 3 personnes qui ont gagné. Je crois que c'est Valérie Gobré, Patrick Amaru, malheureusement décédé, et Taner Apoto, le fils de Turo, en tahitien. Là encore, c'est le CRDP cette fois-ci, Te-Aai o Teita. Donc, ouais, voilà, tu connais. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de légendes qu'ils ont publiées. On peut continuer encore. Il y a une trentaine en tout. Te-Apu o Te-Ua, donc ça veut dire la carapace du Bernard l'ermite, qui a été illustré par Aturo Nauk. Voilà. Alors là, c'est un journal scolaire du collège de Taiarapu, avec des professeurs de tahitien et d'anglais qui ont sorti tout ce qui a trait aux légendes de Taiarapu en anglais. Donc c'est très littéraire et en tahitien. Ça a beaucoup marché, mais depuis les professeurs sont partis et donc le journal n'existe plus. Mais c'est une pièce de musée maintenant. Encore la même série, Te Au Apu, voilà, par Gotts, qui a illustré aussi. Harry Potter, on a vu, Patrick a présenté tout à l'heure avec, comment il s'appelle, Onui, donc Lucien Kimitete, qui a beaucoup participé à cette légende, voilà, illustré aussi. Alors là, c'est on va dire tout en tahitien, c'est destiné aux enfants à connaître les mots de vocabulaire pour dire sa famille en tahitien. Entre le grand-père, la grand-mère, le papa, la maman, les cousins, les tontons, tout ça c'est écrit en tahitien et c'est présenté par Turo Arapoto. Donc ça s'adresse aux enseignants de langue tahitienne. Et là, c'est Au vent des îles qui a sorti Te Pauma à Ta'aroanui, le cerf-volant de Ta'aroanui, et qui a été illustré par Corinne Zimmermann, qui est professeure de dessin agrégée à Gauguin, et Edith Maraya, qui est maintenant à Ta'a, retraitée. Donc, elles ont travaillé pour sortir cet ouvrage, qui est très joli, très beau, couverture en carton. Alors, la série 2 livres de Saint-Exupéry qui ont été traduits en tahitien et en marquisien par Harry Potter. Donc, c'est rare de trouver des beaux livres traduits comme ça, je veux dire, de la haute littérature que l'on lit dans le monde entier, traduit dans les langues océaniennes. Donc voilà, cet effort a été fait. Et voilà ce qu'on peut trouver. Là encore, dans la série CTRDP, Te Tupa Eyamaa, c'est le tupa qui vole la nourriture, avec une histoire toujours en tahitien, avec les illustrateurs. Et je crois que c'est la dernière image là. Là ici, c'était Teito Fapura, on parlait de fable, voilà le mot en tahitien, Fapura, première édition en 88, je crois, par l'Église évangélique protestante de Maheu, qui l'a sorti d'un ancien livre, et que Turo a repris entièrement le deuxième, et qu'il a relié différemment, et qu'il a réécrit avec sa graphie de Teito Fapura. Donc, voilà. Un peu ce qu'on peut trouver comme littérature on va dire de jeunesse, mais sans frontières, hein, en langue polynésienne aujourd'hui. Et donc, se pose la question pour moi de ce que signifie écrire une littérature de jeunesse aujourd'hui, produire de la littérature de jeunesse aujourd'hui. Pour moi, c'est une approche qui est nouvelle. Nouvelle pour nous tous, parce que nous n'avions pas ça à une certaine époque, et il a fallu se mettre à la page en regardant ce que font d'autres. Patrick a bien dit que ça vient d'ailleurs,
comme toujours. Et on s'est mis à écrire, et je dirais sur commande, ciblé. On cible le public et on écrit par rapport au public à qui le livre est destiné. Ça, c'est quelque chose que les Polynésiens n'ont pas l'habitude de faire. Et c'est nouveau. Nouveau parce que pour nous, lorsqu'on raconte quelque chose, parce que lorsqu'on écrit une légende, quelque chose d'ancien, on raconte plus qu'on écrit. Et lorsqu'on raconte, il y a toute sa personne qui intervient dans le raconter. Et il y a la voix, la chaleur de la voix. Et tout ça, c'est important, comme disait Rosalie, je crois que c'est ça. Hein? C'est ça. Oui, Rosalie. Pour nous, les Polynésiens, on attache beaucoup d'importance au direct. L'écriture, pour nous, c'est quand on a le temps. Mais d'abord, on écoute, on entend, on apprécie ce qu'on entend. Parce qu'on rentre dans le monde de l'autre. Et l'autre permet le contact avec l'écoutant. Et cette écoute-là, il y a des conditions pour que cette écoute soit à 100% bonne. D'abord, le silence. Lorsqu'on lit, on est dans le silence. Et même quand on raconte une histoire, on se tait et on écoute. On écoute parce qu'il y a besoin d'écouter. Et celui qui le dit, il le dit parce qu'il pense ce qu'il dit. Ce n'est pas des choses en l'air. C'est pour ça que je disais que la littérature, pour nous, jeunesse ou pas jeunesse, c'est quelque chose que l'on ressent avec ses tripes. Et on dit que ce qu'on ressent au fond d'eux-mêmes. Sinon, c'est du blablabla. C'est du raconter, c'est n'importe quoi. Et là, on n'est pas là-dedans. On va peut-être y arriver. C'est justement aujourd'hui, lorsque je vois ce que vous faites, on va peut-être arriver. Pour le moment, c'est très difficile pour les Polynésiens de souche, parce qu'on a été habitués à ça. On a été baignés dans cette ambiance où on fait silence lorsqu'on raconte. Et s'il y a le silence, on le fait à un moment précis. Et le moment, en général, on est disposé à écouter. On a une disposition d'esprit. Et souvent, après la douche ou après le manger, le soir, parce que tout le monde est au calme, avant d'aller se coucher. Et là, on écoute l'ancien ou le jeune qui parle, on écoute la musique, peu importe, mais on écoute. Et on a les bonnes conditions de l'écoute. Donc, tout ça traduit, un monde de l'oralité. Pour nous, c'est l'oral qui prime sur l'écrit. C'était comme ça. Je pense que c'est encore comme ça. Je fréquente beaucoup de milieux de toutes sortes et je vois que les adultes, sont imprégnés de cette manière de fonctionner. C'est plus dans la logique de ce qu'on peut produire. Que l'on produise par écrit ou que l'on enregistre ce qu'on a produit oralement, mais l'écoute est la même. L'écoute, elle doit être bonne, elle doit être participative et elle doit permettre à celui qui raconte de rentrer en diapason avec ceux qui écoutent. Lorsqu'on lit un livre, on ne sait pas qui le lit. On ne sait pas comment il ressent le livre. Il faut attendre des années pour que les gens vous disent « Ah, ce que tu as écrit là, c'est pas mal. » Mais il faut attendre. Alors que l'écoute directe, on a des réactions rapides. Donc, voilà ce que je vous dis. Alors, je vais continuer et terminer parce que c'est vraiment quelque chose qui est, la littérature de jeunesse, qu'il faut inventer aujourd'hui parce que les jeunes ont changé, les outils ne sont plus les mêmes et que on est avec Polynésie Première, on est avec Tino TV qui projette des images qui fonctionnent dans toute la Polynésie. Et donc, pour parler de littérature de jeunesse, c'est essentiellement et majoritairement dans le milieu de l'enseignement que l'on travaille la littérature de jeunesse. Vous avez vu, CRDP, Herepo un peu les mers australes, un peu au vent des îles, oui, un peu, oui. Plus près du micro. Donc, ce qui fait que... Ah oui, alors j'ai encore une dernière série à montrer. C'est quelque chose que le CRDP produit. Voilà. Tere Orata, tu peux descendre plus bas. Voilà. Ce sont des livres numériques en e-books que vous pouvez télécharger actuellement. Et vous avez le livre entier gratuitement. Quelqu'un parlait, et en tahitien. En tahitien, voilà. En tahitien, en marquisien, ça a été le premier. En Paumotu, voilà. C'est tout nouveau. Voilà. Et on résume le livre
Voilà, et ça c'est le deuxième. Le troisième, c'est Tuo Hea. Je crois que c'est mongarévien. Le livre numérique est là avec un résumé à chaque fois. On n'a pas Internet, mais si vous cliquez sur le livre, vous paginez le livre, vous avez l'histoire en entier gratuitement. Ensuite, vous avez un livre audio Mama Afaite Meina Oe. Voilà, c'est encore une série différente des langues. 3 ans, c'est indiqué, 3 ans, 6 ans. Et puis, Afaro, alors on écoute Afaro et le livre est là et on peut, 3-6 ans, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une littérature de jeunesse qui est ciblée. Et ça, c'est dans le monde de l'enseignement et l'éducation que ça se travaille le plus. Donc, c'est comme ça. Les enseignants, il n'y a qu'à regarder autour de nous, je pense que nous sommes beaucoup d'enseignants, c'est parce qu'on a le plus le sentiment de transmission. On doit transmettre quelque chose. Et puis, le patrimoine polynésien est valorisé à l'école comme hors de l'école. Et ce patrimoine-là, il faut que des gens le transmettent de manière pédagogique, de manière aussi graduée et graduelle, pour que les jeunes d'aujourd'hui s'imprègnent. On ne peut pas raconter n'importe quoi. Et c'est dans le monde de l'enseignement qu'on a ce souci, non seulement de transmission, mais de revitalisation des langues polynésiennes. Donc on est bien content d'avoir des illustrateurs aujourd'hui parce qu'il doit y en avoir plus, sinon on peut pas juste écrire. Maintenant on est dans l'écriture, dans les visuels et dans le sonore. Et c'est un petit peu ça mon message de fin, c'est valoriser le patrimoine immatériel. La littérature, elle est là, il faut aller chercher, polynésien, en l'adaptant et en innovant l'écriture avec du visuel et du sonore. Ça, c'est vraiment l'avenir, mais ça n'empêche pas que les livres écrits en français ou en anglais continuent à exister, heureusement. Mais pour nous, les langues polynésiennes, je pense que la porte est ouverte et la liberté est donnée à chacun de pouvoir écrire dans la langue que l'on veut, parce qu'on a quelque chose à laquelle on tient, que l'on aime et qu'on veut transmettre. Je vous remercie de votre attention.